Le ton monte chez les gérants d'auto-écoles. Ils en ont marre d'attendre la mise en place d'un centre d'examen en bonne et due forme et surtout sécurisé. Le syndicat annonce une grève lundi. Il rencontre ce soir la direction du travail. Les agriculteurs de Camopi ont enfin leur syndicat. Une délégation s'est rendue sur place hier pour sa mise en place. Le syndicat devrait soutenir les exploitants de la commune dans leurs activités. Pas de télé avant 3 ans, c'est le message du CSA. Une campagne de sensibilisation pour la protection des tout-petits a été lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle sera relayée pendant quelques jours dans les médias. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre session d'information. Les responsables d'auto-école se mobilisent. Cela fait plusieurs mois qu'ils attendent un centre d'examen sécurisé. Après une première annonce, le lieu proposé est finalement abandonné et aucune solution ne semble se profiler. Le syndicat des auto-écoles a annoncé ce matin un mouvement de grève à compter de ce lundi. On fait le point avec Mia Pierre. D'un pas décidé, les responsables des auto-écoles se rendent à l'ADEAL. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec des représentants de l'État pour évoquer le problème du centre d'examen. Un problème persistant, depuis plusieurs années, ils alertent les autorités sur l'absence d'un véritable centre d'examen. Il y a un manque certain de communication, c'est-à-dire que d'abord on voulait être reçu par le préfet, c'est l'ADEAL qui nous reçoit. Bon, on prend, puisqu'il faut quand même voir des personnes. Mais on ne sait pas, si vous voulez, on a reçu une convocation, il n'y a pas d'ordre du jour dessus. Donc on nous a dit, comme convenu, il y a une réunion, mais on ne sait pas, il n'y a pas d'ordre du jour, rien du tout. Donc on va voir, nous sommes là à la découverte. Patients jusqu'ici, les gérants d'auto-école comptent bien hausser le temps s'ils n'obtiennent pas satisfaction rapidement. On a décidé que si rien n'avance, nous allons avancer, nous allons avoir des mouvements, nous allons monter des mouvements. On ne sait pas encore comment, du moins on s'en doute, mais on ne peut pas tout dévoiler, ça sera la surprise du chef. Je pense qu'il se passe le bébé, c'est-à-dire qu'on doit gêner, on doit déranger, puisque personne ne veut de nous. Et donc nous, on doit essayer de proposer des choses qui ne sont pas du tout actées. Donc justement, je vous dis, là, on va en savoir plus. On va justement en réunion pour voir ce qu'il en est, ce qui va en être et quelle action on va mener. En attendant, c'est ici, face au canal Lossa, sur le bas-côté de la route, que les candidats à l'examen du permis de conduire attendent leur tour. Il y a encore quelques jours, les gérants croyaient avoir obtenu ce centre. Le campus Troubiran avait été évoqué, tout comme l'ancien Ecomat des armées. Des propositions, pour l'instant sans lendemain. L'entreprise Shell quitte la Guyane et laisse un chèque de près de 400 000 € pour l'université. Dans moins de 2 mois, la compagnie pétrolière néerlandaise mettra fin à ses chantiers en Guyane. Mais comme promis, dans les conditions de son implantation chez nous, le groupe laisse 1 million d'euros pour le développement du département, une somme répartie par la CTG. Explication, Xavier Paul Lepelletier. Des étrennes de plusieurs centaines de milliers d'euros, voilà ce que va laisser Shell aux Guyanais. Il n'y a pas ici de cadeau surprise, il s'agit simplement de l'application d'une des conditions posées par la Guyane à l'époque où le groupe pétrolier est venu s'y implanter. À l'origine, lorsque Shell est venu explorer pour savoir s'il y avait donc du pétrole offshore, il y a une enveloppe de 1 million d'euros qui a été mise à disposition de la Guyane par Shell. Ce sont donc des fonds Shell. Et ces fonds ont été utilisés pour la recherche, en particulier la recherche marine, sur la biodiversité marine. Il y a eu des équipements donc, de laboratoire et puis aujourd'hui, il reste un reliquat. Un reliquat de pas moins de 380 000 € initialement destiné à l'électrification de 3 seaux, mais finalement alloué à la création d'un nouveau centre de langue sur le campus. Ce sont des fonds qui vont être affectés à ce futur centre de langue, donc je ne peux pas vous dire plus sur le projet. Par contre, sur l'électrification de 3 seaux, je peux vous dire que cette électrification de carbone communautaire se fera avec prise en compte dans la PPE et puis financement. De toutes les façons, le projet verra le jour. Pour autant, le retrait de Shell ne signifie pas la fin de l'aventure pétrolière en Guyane. Total est désormais de la partie. Le départ de Shell ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'exploration en Guyane. Il y a une évolution. D'abord, il y a Total qui a demandé des permis d'explorer. Avec comme nouvelle compétence de la CTG l'attribution des permis exploratoires, la collectivité dispose désormais d'une plus grande envergure dans le secteur. Direction Camopi maintenant, une délégation des syndicats d'exploitants agricoles s'est rendue dans la commune hier. Objectif, créer le premier syndicat des agriculteurs de Camopi, une nouveauté qui devrait permettre aux exploitants de faire face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi d'améliorer leurs activités. Reportage, Jonathan Lariot.
Monsieur Chanel, comme la quasi-totalité des habitants de la commune de Camopi, est agriculteur. Fidèle à sa culture amérindienne, c'est de la terre qu'il extrait de quoi se nourrir. La richesse de nos terres, c'est la bâtie. Et cette manioc-là qu'on cultive, on prend la racine. Avec cette racine, qu'on grage, on épluche, on les grage, on les épluche et laver pour pouvoir faire des cassaves ou des couacs. Mais cultiver la terre n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, un obstacle majeur se dresse devant les habitants. Le manque de matériel pour traiter et transformer leurs récoltes. Ici, on travaille à la main. Pour l'instant, on n'a pas d'outils. Vous voyez, ces petits abattis là. Donc, il n'y a pas de tracteur. Il n'y a rien. Donc, on fait qu'on peut. Hier, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Guyane a rencontré plusieurs agriculteurs à Camopi. L'objectif de cette réunion, les réunir sous un syndicat pour relayer leurs besoins. On ne peut pas intervenir directement auprès d'une mairie ou bien d'un individu. Le fait qu'il y ait un syndicat maintenant, ce sera notre base sur Camopi pour relancer, parce qu'on aura une mission tout prochainement de nouveau sur Camopi, avec toute une délégation de la fédération, pour les aider à se structurer et à les organiser. Ce n'est pas simplement créer un syndicat pour créer un syndicat. Mais nous, on n'est pas venu faire de l'assistanat, on est venu les aider en fonction de leurs besoins. Un premier pas qui soulève un débat déjà bien difficile. Selon un décret préfectoral, la commune de Camopi est située dans une zone de droit d'usage collectif. Les agriculteurs ne sont donc pas exploitants et ne peuvent vivre que de ce qu'ils cultivent. La vente de surplus n'est pas autorisée. Comme si nous avons une barrière qui dit les Amérindiens, il faut qu'ils vivent comme ça. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. Et nous, à travers ces syndicats, nous avons quand même un espoir. Dire voilà, il faut que les jeunes ont accès au foncier, qu'ils essayent de faire évoluer les choses, parce qu'on ne va pas rester comme ça il y a encore 100 ans. Une réunion courte mais décisive. À l'issue d'un vote, Marceline Chanel prend la tête de ce nouveau syndicat. Et pour célébrer cet instant, une nouvelle presse est offerte aux habitants par le comité. Si j'en ai la farine, je vais pouvoir presser pour 3 ou 4 personnes. Et puis en plus, ce n'est pas très grande, c'est une 50 litres. C'est pas comme les crossiers, des fois dans les communes, comme à Saint-Marie, des fois il faut mettre 200-700 kilos de farine. Durant les prochaines semaines, une assemblée générale des différents syndicats des agriculteurs exploitants de Guyane devrait avoir lieu. Plus d'une dizaine de communes du territoire y seront représentées. Troubles du sommeil, de la vision ou encore addiction. Il ne s'agit pas des effets de substances illégales, mais bien de risques de la télévision sur les tout-petits. Le CSA lance une campagne de sensibilisation pour la protection des moins de 3 ans. Il avertit, les écrans en tout genre peuvent nuire à la santé des très jeunes enfants. Un point de vue partagé par les professionnels de santé à Ayodele-Germain. Marianne est assistante maternelle. Chaque matin, elle élabore le programme de la journée avec les enfants. Et la réponse est souvent la même. Tu veux la chanson ou la télé? Oui, la télé. Il y a des dessins animés qui ne sont pas convenables. Les dessins animés qui montent. Mais je ne suis pas contre. Parce que les enfants, ils apprennent aussi avec la télé, bonne ou mauvaise. Le temps qu'ils comprennent les mauvaises choses, les bonnes choses, pourquoi pas? À partir du moment qu'il y a un suivi avec les parents. Selon l'étude publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les écrans ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 3 ans. À cet âge, ils ont besoin d'interagir avec les personnes et les objets qui les entourent. C'est un peu la facilité, l'écran. On est passif en fait. Ce temps qui passe à la télévision, il ne passe pas à créer des jeux. Et on sait que l'enfant, c'est important. On parle toujours des jeux d'avant, voilà, mais c'est vrai que les enfants jouent avec n'importe quoi. Et ça permet de développer la créativité, tout ce qui est de l'imaginaire, du symbolique. Et il ne faut pas que votre enfant soit non plus déconnecté de tout le reste. C'est-à-dire s'il n'est jamais au courant de rien, il va être un peu en décalage. Donc il faut trouver, comme pour tout, une juste mesure. Après, moi je dirais quand même vigilance de la part des parents. Il faut faire attention. L'intrusion dans un monde de violence est très facile avec tout ce qui est... même la télévision, parfois il y a des émissions au grand public. Franchement, vous dites... c'est des émissions quasiment pour adultes. Voilà. Troubles de la vision et du sommeil, les écrans peuvent nuire au développement des très jeunes enfants. Trop d'écrans la journée, notamment le soir, on sait que ça provoque un éveil, donc de la fonction éveil justement. On sait qu'il y a une fonction éveil, une fonction sommeil, et notamment la lumière, ça empêche finalement un bon sommeil. Après, on sait au niveau aussi de la maturation neurologique, donc les troubles, ce qu'on appelle l'épilepsie, la commissalité, le fait de la stimulation importante lumineuse peut entraîner des troubles d'ordre neurologique. Films pour enfants, émissions éducatives, documentaires, au-delà de 3 ans et jusqu'à 8 ans, seuls les programmes jeunesse sont adaptés aux enfants. Toutefois, il faut limiter la durée des séances de visionnage et choisir avec eux les émissions qu'ils souhaitent regarder.
Quoi? Je rejoins maintenant notre invité du jour, Karl Bonnefoy, secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez ce soir les agents en grève de la mairie de Matoury. Alors rappelons d'abord les raisons de la grogne. Plusieurs points figurent sur le cahier de doléances présenté au maire. En tout cas, en clair, le problème, c'est bien la tentative de réorganisation des services par le maire, n'est-ce pas? C'est bien ça, c'est bien ça. Alors concrètement, qu'est-ce que vous demandez au maire aujourd'hui? Effectivement, nous demandons aujourd'hui que cette réorganisation de services soit faite dans les règles de l'art. Effectivement, donc aujourd'hui, il procède avec un petit groupe de responsables, donc qui sont des mises en place qui sont faites en catimini. Il n'y a pas de dialogue. Alors aujourd'hui, il dit qu'il a amené les syndicats. Justement, ces syndicats sont amenés à travailler sur cette réorganisation, et ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc nous demandons une audit extérieure, un organisme extérieur à la collectivité qui soit vraiment professionnel en la matière, de manière à ce qu'on ait quelque chose on va dire, d'impeccable et de vraiment favorable aux agents par la suite. Voilà. Et dans ce qui a été proposé par le maire, qu'est-ce qui pose problème en plus de ce problème que vous évoquiez? Aujourd'hui, cette organisation n'a pas été validée par le conseil municipal, mais est déjà en application, ce qui est complètement hors la loi. Voilà. Donc aussi, on découvre aujourd'hui qu'on ferme des services, on déplace des agents, et tout ça n'a pas été validé au conseil municipal. Donc ça s'est fait vraiment dans des conditions déplorables. Alors cela fait maintenant une semaine que le mouvement a commencé, le mouvement de grève. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, aujourd'hui, on a bien compris qu'il n'y a pas de dialogue du tout de son côté. Il n'est pas trop intéressé par le dialogue. Pourtant, il avait dit lui-même qu'il était plutôt favorable au dialogue. Je vous dirais que depuis 2 ans, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a vraiment deux mondes opposés. Puisqu'il arrivait avec certaines volontés apparemment d'augmenter le pouvoir d'achat des agents, de changer leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, c'est complètement le cas inverse. On va dire que nous sommes en train de régresser, même pas maintenus dans le même cadre qu'on était auparavant, mais vraiment il y a une régression au niveau de... Est-ce que vous avez un exemple peut-être précis sur ce que vous écoutez, aujourd'hui, je vous dirais qu'aujourd'hui on a des difficultés à pouvoir satisfaire l'administré. Je vous donne un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui on a des agents du SAPEC qui s'occupent de l'espace vert sur la commune. Ils sont à 22 agents pour une débroussailleuse, c'est complètement aberrant. Alors justement, le maire tient une réunion publique ce soir pour essayer d'informer la population autour de ce mouvement. Vous aviez l'air plutôt opposé, quand je dis vous, je parle des grévistes, plutôt opposé à cette initiative. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que quand même que l'urgence, elle est vue de son côté. Je sais pas. Je pense qu'il y a un mépris quand même. Il y a un mépris. Parce que lundi, on avait justement une réunion avec lui lundi, où on a déterminé la mise en place d'un conseil municipal extraordinaire justement qui pourrait délibérer de la question de l'organisation des services. Et en fait, il nous a fait comprendre que son emploi du temps était bouclé, qu'il ne pouvait reporter ce conseil qu'à mercredi prochain, c'est-à-dire le 24, ce qu'il a annoncé sur les médias. Et aujourd'hui, on découvre qu'il appelle à la population à l'information. Donc c'est vraiment un manque de mépris, parce qu'on ne comprend pas l'urgence exacte. Donc je pense qu'il est plus dans le sens où il pense toujours qu'il est dans un cadre de campagne électorale. Et vraiment, je vous dis... Il y a peut-être une idée politique derrière. Je pense une idée politique. Alors il en parle tout le temps, il dit que c'est plutôt politique, que nos revendications sont politiques. Et puis du moment qu'on porte une revendication, il avance le fait que ce soit politique. Je pense qu'il n'a pas envie... il ressent vraiment un dictateur en fait. En tout cas, sur cette réunion de ce soir, vous y allez? Vous comptez y participer? Non, je n'y participerai pas, j'irai pas. Par contre, effectivement, on verra des gens un peu recueillir un peu ce qui a été dit et qu'on puisse faire après la synthèse. Mais je vous avouerai que je n'irai pas parce que je sais que de toute manière, il nous accablera et que ce ne sera pas la vérité. Nous évoquions tout à l'heure le problème de réorganisation des services, mais en fait, finalement, le malaise existe depuis plus longtemps. On se souvient d'un début de grogne en 2014. Effectivement, en 2014, c'est-à-dire qu'en fait, on dira c'est en 2015. En 2015, début année 2015, qu'il y a eu déjà un premier débrayage. On l'avait alerté sur ces faits-là. Nous avions effectivement établi une sorte de cadre, protocole, de manière à pouvoir mettre en place des réunions justement de travail, et ce qu'ils nous avaient promis. Et à ce jour, un an après, on découvre que rien n'a été fait, après maintes et maintes relances. Du reste, les centrales syndicales aussi se sont rapprochées de lui. Il n'a pas jugé bon de les recevoir ou même de les faire rapprocher, enfin de les ramener vers lui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à une étape supérieure et nous sommes en plein dedans. Et quelle sera justement cette étape supérieure? Déjà, nous grèvons depuis le 11 février et on constate que malgré tout, qu'il n'est pas sensibilisé par le fait de nous voir devant son parvis et dans cette situation. Donc je vous dirais que nous ne pensions pas arriver jusque-là, puisque nous sommes vraiment ouverts à un dialogue.
mais dans sa façon d'agir, on comprend qu'il est buté, qu'il reste focalisé dans ses principes. Et même moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je sais que nous ne lâchons rien, mais je vous avouerai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore la stratégie à avoir. Merci beaucoup Karl Godefroy d'avoir répondu à nos questions. On suivra bien sûr ce mouvement dans l'actualité. On part en Martinique maintenant. Comme l'année dernière, ce carême promet d'être très sec et les premiers impactés restent les agriculteurs qui ressentent déjà les effets du manque d'eau. Damien Lansade et Louis Sabas se sont rendus dans une exploitation pour constater le problème. Après 2 ans de sécheresse sur les hauteurs de Verrier, les champs de manioc de Lisette commencent à avoir mauvaise mine. Ça a été planté l'année dernière, ça a été retenu par la sécheresse de l'année dernière, ça n'a pas fait une belle croissance. Et maintenant là, ça devait être en pleine végétation, eh bien c'est déjà sec. Alors on va retirer très peu de choses avec ces maniocs-là. À cette période de l'année, les tubercules auraient déjà dû faire gonfler la terre au pied des maniocs. Ça devait être rempli de feuilles. Et il faut les feuilles pour pouvoir, en fait les feuilles, le laboratoire. Il faut que ça prenne des choses dans l'atmosphère et dans la terre, que ça envoie dans les feuilles qui redescendent dans les tubercules. Et il n'y a pas de feuilles. Donc les tubercules ne peuvent pas donner. La terre sèche des mornes de Bellefontaine, Lisette l'a cultivée toute sa vie. Elle se souvient de temps où la pluie suffisait à nourrir ses champs. Les périodes de sécheresse étaient moins dures et moins longues. Et même quand je me suis installée ici, je travaillais dans tous les bois derrière là, je défrichais, c'est pas mécanisable, on faisait à la main, mais on plantait des choses. À cette heure-là, on avait beaucoup de persil, on avait beaucoup de choses. Et maintenant, plus rien, on ne peut plus rien faire, c'est pas la peine. Aujourd'hui, les restrictions d'eau obligent Lisette à faire des choix. Les apports d'eau sont attribués aux petits carrés qu'elle se réserve pour les besoins de sa famille. Les salades qui sont là, ça n'a pas été aiguë ce matin parce que l'eau est finie trop vite. J'ai mis l'eau juste sur les fleurs comestibles. Et les salades, je vais les arroser, pas demain puisqu'il y avait l'eau aujourd'hui, c'est après-demain qu'il va y avoir de l'eau, je vais arroser les salades. Nous avons de l'eau juste pour nourrir, juste pour tenir notre consommation personnelle, juste pour entretenir ça. Réchauffement climatique ou épisode isolé, pour les analystes de Météo France, il est encore difficile de tirer des conclusions à long terme. Mais plusieurs facteurs risquent d'aggraver la situation. Même si le vent moyen n'est pas très très fort, il y a beaucoup de rafales et ce vent, il apporte aussi de l'air saharien, on le voit, il y a plein de brumes de sable, donc de l'air sec. Donc vent plus air sec, ça veut dire qu'il y a un peu d'évaporation, le peu de pluie qui est tombé s'évapore très très vite, et donc ça assèche encore plus les sols, d'où les difficultés pour l'agriculture, pour les plantes, pour la végétation en général. Avec la présence du phénomène El Niño dans le Pacifique Sud, les modèles de prévision de Météo France prévoient sur les Antilles un carême sec pour cette année, sans pouvoir préciser l'importance du phénomène. Les élus de la CTG s'indignent, informés par les médias interposés de la tenue d'une table ronde hier entre les acteurs du monde minier et la Commission du développement durable. Ils se sont étonnés de ne pas y avoir été associés. Un communiqué a été édité. En clair, la collectivité territoriale demande à être consultée pour les futures mesures de lutte contre l'orpaillage illégal. On écoute les précisions de la première vice-présidente à la CTG au micro de Xavier Paul Lepelletier. Une table ronde s'était tenue organisée par la Commission développement durable et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à laquelle nous n'avons pas été conviés sur l'orpaillage clandestin et ses conséquences. Nous avons visionné bien sûr cette commission. Alors chacun des participants a pu s'exprimer sur les conséquences dommageables aux populations, au développement économique, à la sécurité, alors que la collectivité territoriale de Guyane est quand même la première impliquée. Et nous sommes étonnés de cette absence donc, dans une instance nationale de cette tenue. Nous avons cru comprendre que cette table ronde et ces réflexions qui étaient menées devaient aboutir à une réglementation sur le plan, en tout cas juridique, sécurité, santé, etc. Et nous demandons au président de cette commission de développement durable à être entendu.
Une découverte littéraire maintenant avec Le Chant des Picolettes, un ouvrage signé René-Claude Minidoc. Le roman fiction ne tourne pas uniquement autour de ce petit oiseau de compétition très apprécié chez nous. Il raconte surtout l'histoire d'Émile dans sa banlieue imaginaire, en Batole, un quartier qui rappellerait peut-être la cité Anatole à Cayenne. Ayodele Germa. Des rues bordées de maisons en tôle d'aluminium. Le décor d'un drame où Émile vit sa passion pour les picolettes et son béguin pour Myrna. Il est accusé de l'avoir assassiné. Son procès est l'occasion de rentrer dans l'intimité de plusieurs familles qui vivent dans cette cité en Batole, qui ont connu Émile et qui, au fil de ce procès, on remonte aussi bien l'histoire d'Émile que les travers, les rêves et les désillusions de ces différentes familles. Au fil des pages, l'auteur aborde des thèmes comme l'amour, la solitude, la déchéance, l'intempérance. Ce qui m'intéresse en tous les cas, c'est surtout au niveau d'évoquer la rupture, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout bascule? Pour connaître la fin, il faudra bien sûr lire jusqu'au bout. 200 pages de récits avec ici et là des clins d'œil à la langue créole et sa forte similitude avec l'ancien français. C'est surtout mon amour pour l'écriture, pour la langue française et surtout aussi peut-être relever un challenge que je m'étais fixé lorsque j'étais un peu plus jeune. Un défi que ce juriste de formation s'est lancé à lui-même alors qu'il était étudiant à la faculté de droit. Aujourd'hui chef de projet en communication et chargé de cours à l'université, il n'a pas oublié son pari. Cette histoire sur le chant des picolettes a grandi quelque peu avec moi jusqu'à un moment où quand on écrit d'abord pour soi et on se rend compte à un moment que on peut partager ce que l'on a écrit. 500 exemplaires sont en cours d'impression. Le Chant des Picolettes est d'ores et déjà disponible en format numérique auprès des libraires. Du sport maintenant, le premier tour de la Coupe Davis est prévu dans 15 jours en Guadeloupe. L'équipe de France de tennis ne devrait pas tarder à rejoindre l'archipel et le vélodrome de Gourdeliane de Baie-Mahault achève en ce moment sa métamorphose. Le point sur ces grands changements avec Yvan Lemar. À moins d'une semaine avant l'arrivée de l'équipe de France, les bâtiments et les vestiaires sont en cours d'achèvement et le cours central est bien avancé. Donc les tribunes sont faites. Ensuite, on a le terrain qui est en cours de réalisation. Donc on avait fait la plateforme sportive. Aujourd'hui, on a mis ce qu'on appelle la terre battue qui est en fait du calcaire. Ensuite, il nous reste à la stabiliser. Et ensuite, amène le rouge, donc la brique. Après, on a tous les aménagements périphériques qui sont les éclairages. Donc là, on est en train de les faire. Les poteaux ont été mis et on doit encore mettre les spots pour éclairer. On a les échafaudages pour les écrans, pour le score. On a toutes les lignes ADSL qui nous permettront d'envoyer le score, d'envoyer les vidéos. On a toute la partie électrique qui tourne autour du cours. On a encore des petites choses à faire. Les travaux des cours d'entraînement sont aussi bien engagés. Les cours d'entraînement sont au même stade que le cours central, c'est-à-dire que la première base a été faite. Ils existent physiquement avec donc du calcaire. Maintenant, il faut les rouler. Il faut ensuite mettre la brique pilée, donc ce qu'on appelle le rouge. Ensuite, il faut mettre les filets. Et aujourd'hui, on est en train de mettre les clôtures. Pour ces prochains jours, les priorités seront axées sur la finalisation du cours central. Là, on est obligé de temporiser, comme il pleut relativement beaucoup. On est obligé d'attendre que le cours sèche pour pouvoir le retravailler. Donc je pense qu'on va perdre une journée, ce qui n'est pas grave parce que tout se passe bien. Donc on a à finir le cours central. Donc ensuite mettre les lignes. Et ensuite on a finir les éclairages. Et finir tout ce qui va autour, tous les équipements pour les joueurs, toute la panoptique, etc. Donc on a, encore une fois, beaucoup de travail. Un test d'éclairage est prévu dans 4 jours. Le terrain du cours central devrait être livré mardi prochain.
Les sportifs guyanais ont décidément le vent en poupe. Le week-end dernier, 3 médailles d'or ont été décrochées par nos jeunes champions en football, en athlétisme et en taekwondo. Reçus ce matin à la CTG, ils ont été conviés pour une cérémonie hommage. La trentaine d'athlètes s'est vue remettre de nouvelles décorations. On écoute le 4e vice-président de la CTG et délégué au sport au micro de Xavier Paul Lepetier. Il est de coutume pour la collectivité, lorsque c'était la région, de recevoir nos jeunes. Donc nous continuons sur la même lancée, d'autant qu'il n'y a maintenant qu'une seule collectivité. Je crois qu'il était important de marquer le coup, parce que vous avez quand même un groupe de jeunes sur 3 disciplines qui ramènent la médaille d'or, ramènent la victoire au niveau du foot et également au niveau de l'athlétisme et du taekwondo. Je crois que là, il faut quand même marquer le coup de façon à faire savoir que la collectivité accompagne le sport, accompagne notre jeunesse et surtout gratifie notre jeunesse lorsqu'elle le mérite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, le rappel des titres. Le ton monte chez les gérants d'auto-école. Ils en ont marre d'attendre la mise en place d'un centre d'examen en bonne et due forme. Le syndicat annonce une grève ce lundi. Il a rencontré ce soir la direction du travail. Les agriculteurs de Camopi ont un syndicat. Une délégation s'est rendue sur place hier pour sa création. Le syndicat devrait soutenir les exploitants de la commune dans le développement de leurs activités. Enfin, pas de télévision avant 3 ans. C'est le message du CSA. Une campagne de sensibilisation pour la protection des tout-petits a été lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle sera relayée pendant quelques jours par les médias. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les informations nationales et internationales avec nos confrères de BFM. Puis ce sera Dominique Nugent, Dom Laquaise. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane et à demain.